famille. Bonjour à toutes et à tous. Il y a des symboles qui ne sont pas encore assez reconnaissables dans l'espace public. Vous connaissez certainement le symbole du ruban rose pour le cancer du sein, mais vous ne connaissez peut-être pas encore le ruban rose et bleu. Il évoque un sujet sensible et très douloureux pour de nombreux parents. Je veux parler du sujet du deuil périnatal. De quoi s'agit-il ? On appelle deuil périnatal le deuil qui survient après le décès d'un bébé in utero, à la naissance ou bien dans ses premiers jours de vie. Chaque année en France, il y aurait près de 7000 femmes et couples qui seraient touchés. C'est donc une épreuve traversée par bon nombre de parents, mais aussi un sujet qui reste encore trop tabou de nos jours. Alors, quelles sont les spécificités de ce deuil ? De quoi ont besoin les parents touchés ? Comment peut-on avancer pas à pas après un tel traumatisme ? Voilà les questions qui nous viennent à l'esprit. Vous êtes bien dans l'émission Vie de famille, présentée par Isabelle Boulan, et nous accueillons aujourd'hui Marie Le Beaupin, sophrologue, spécialisée dans le deuil périnatal et la parentalité douloureuse. Bonjour Marie. Bonjour Isabelle. Bienvenue dans l'émission. Vous allez nous apporter tout d'abord votre témoignage personnel, vous nous expliquerez pourquoi, et nous donner quelques pistes pour mieux comprendre le marasme dans lequel se trouvent les personnes confrontées au deuil périnatal. Alors Marie, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience personnelle ? Oui, bien sûr. Le deuil périnatal est donc un sujet que je connais malheureusement trop bien, puisque j'ai perdu 2 enfants in utero assez tard dans la grossesse à chaque fois. J'ai 2 enfants qui vont très bien aujourd'hui, mais voilà, j'ai perdu 2 petits garçons in utero, ce qui a été un véritable traumatisme pour moi. Il a fallu bien évidemment se reconstruire après ce deuil. Alors, quand on parle de deuil périnatal, est-ce qu'on pourrait parler de manifestations particulières du phénomène du deuil périnatal d'enfants on pourrait dire de cet âge-là en fait. Ouais. En fait, c'est un deuil extrêmement particulier, notamment pour un décès in utero, puisque l'enfant in utero n'a pas été vu par l'entourage. Donc, en fait, il n'est pas concret pour la plupart des personnes qui sont autour de nous. Il y a donc un grand sentiment de solitude. Une solitude ressentie par les parents qui vivent ce deuil, un sentiment de vide pour la maman qui perd son bébé in utero. Ça peut mettre aussi un peu en péril le couple dans la mesure où effectivement ce deuil est très souvent plus fort pour la femme qui porte l'enfant, puisque c'est plus concret pour elle. Donc ce deuil est difficile à vivre, il n'est pas vécu forcément de la même manière par les 2 parents. Oui, vous parlez justement de cette différence entre le père et la mère qui vivent pas forcément les mêmes choses. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ça ? Quelles sont les différentes manifestations, enfin les manifestations différentes du papa ou de la maman ? Déjà, je pense que tout simplement, une femme, quand elle fait un test de grossesse et qu'elle apprend qu'elle est enceinte, elle est maman. Donc, il y a aussi le deuil de cette projection. Une femme, quand elle sait qu'elle est enceinte, elle se projette avec son bébé dans les bras, elle imagine déjà la chambre, le prénom qu'il va porter, la vie qu'elle aura avec cet enfant. Pour le papa, c'est différent. Rares sont les hommes qui se projettent immédiatement avec un enfant dans les bras, pour qui ça devient extrêmement concret, surtout quand c'est un premier enfant. Donc, il y a vraiment cette différence. La maman, elle a le deuil de l'enfant qu'elle porte à faire, mais elle a aussi le deuil de cette projection de ce rôle de mère qui n'arrivera pas, en tout cas pas cette fois-ci. Donc, le père, lui, je dirais qu'il prend conscience de ce deuil à partir du moment où son enfant naît, même s'il naît sans vie. Oui, en effet. J'avais souligné la parole de... Alors, je ne savais pas si c'était un père ou une mère. C'était des paroles très dures. Face à un berceau vide, une chambre vide, j'avais le sentiment qu'on nous avait pris notre bébé. J'étais anéantie.
ça, c'est au moment où on revient à la maison, en fait. Et ce sentiment, peut-être que cette fois-ci, il va être partagé par les deux. Oui, effectivement, dans certains cas, il est partagé par les deux, notamment plus on avance dans la grossesse, plus le terme est loin en fait dans la grossesse, plus ce sentiment effectivement de vide, de berceau vide, effectivement, est terrible puisqu'on rentre chez soi et on trouve une chambre qu'on avait déjà faite, avec des vêtements qu'on avait déjà achetés, une décoration qu'on avait déjà pensée, et sans enfant dans les bras. Donc effectivement, le retour à la maison peut être aussi d'une extrême violence, et là pour les deux parents qui le vivront sans doute beaucoup plus de la même manière qu'au moment de l'annonce du décès. Oui, vous disiez, vous, que vous aviez été bien épaulé par votre entourage, c'est ce que vous m'aviez dit, oui. Mais peut-être certainement avec des manques. Est-ce que vous aviez ressenti aussi ce sentiment atroce, en fait, quand on revient de la maternité et puis on a les bras vides ouais. Alors, moi, j'ai vécu 2 deuils. J'ai vécu le deuil de mon premier enfant et de mon 3e enfant. Donc, le ressenti n'a pas été le même dans les 2 cas. La première fois, effectivement, on est rentrés tous les 2. Et on a effectivement trouvé cette chambre, alors qui n'était pas encore faite, mais qui déjà avait du mobilier d'acheter, des choses sous plastique encore, mais qui était prête à être montée. Donc c'était compliqué effectivement de trouver cette chambre qui n'allait pas faire office de chambre d'enfant. De devoir se débarrasser ou en tout cas mettre de côté certaines choses achetées, c'était très compliqué. Et pour la deuxième perte d'enfance, ce qui a été le plus dur, c'est qu'à la maison nous attendait notre petit garçon qui avait 6 ans. Ouais. Et de devoir lui annoncer. Je pense que ça a été plus dur que la chambre vide, en fait, qui, là encore, n'était pas encore faite. On était dans la projection, mais en tout cas, on n'avait absolument pas construit encore cette chambre, matérialisé en tout cas les choses. Oui. Et votre petit garçon, à ce moment-là, il avait 6 ans. 6 ans. Donc 5 ans, pardon, excusez-moi. 5 ans. Donc il a posé des questions, il s'est... Il a posé... Alors, il n'a pas posé de questions tout de suite, il en a posé après, puisqu'en fait, quand on est rentré de la maternité, on lui a dit qu'on était parti à la maternité parce que je ne m'étais pas sentie bien. Et en fait, il a tout de suite pensé qu'on était revenu avec le bébé. Donc il a voulu se précipiter en fait dans la chambre pour voir s'il y avait un bébé, etc. Donc forcément on l'a tout de suite arrêté. Ouais. Et ça a été dur. Donc en fait avant les questions, il y a eu une phase de sidération de sa part avec un mutisme quasi complet. Ah oui. Et cette phase-là a été très dure. C'est-à-dire qu'en plus du deuil que nous devions porter de cet enfant, il y avait aussi le mal entre guillemets qu'on faisait à notre enfant en lui annonçant ça. Oui. Et consoler son propre enfant lorsque nous, on est inconsolable, j'imagine. Exactement. Donc, je dirais que ça a vraiment été 2 deuils différents puisque nous étions très centrés sur nous pour le premier enfant que nous avions perdu. Et pour le 3e, nous étions plus tournés vers notre fils que sur nous. Oui, bien sûr. Avec effectivement cette non-préparation face à ce genre de choses, quoi qu'il arrive, même si on l'a déjà, on n'est jamais prêt. Ouais. On n'est jamais prêt. Oui. Et lorsque vous disiez que dans la préparation de l'émission, vous aviez dit que la mort d'un tout petit, ça rompt l'ordre naturel des choses et parfois ça peut faire voler en éclats tout l'équilibre familial. Est-ce que vous avez ressenti ce genre de choses ? Alors... Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui était très présente, qui comprenait très bien ce qui se passait. On a eu une parole assez libérée, assez rapidement, en fait. Donc, on a pu beaucoup échanger sur le sujet. C'est absolument pas un tabou à la maison. Nos enfants, ils font partie de notre famille. On a 4 enfants, on n'en a pas 2. Ils sont prénommés, on parle d'eux et nos familles respectives ont toujours pu poser les questions qu'ils voulaient. Cependant, c'est toujours difficile et je pense qu'il y avait une pudeur par rapport à ça qui faisait qu'effectivement, le fait de ne pas parler de ses enfants, de ne pas oser poser des questions par rapport à ses grossesses et par rapport à ses pertes, aurait pu tout faire voler en éclats. Ça n'a pas été notre cas. Malgré tout, il y a quand même eu des incompréhensions. Parfois, il y a des paroles maladroites. Un deuil périnatal, c'est pas une fausse couche. Ouais. On perd pas un embryon, on perd un bébé. Quand on
parle de deuil périnatal, on parle souvent d'un enfant qui est viable. Et forcément, cet enfant-là, nous, en tant que parents, on l'a vu, en tout cas quand on a souhaité le faire, on l'a pris dans ses bras. Et d'avoir l'incompréhension de la famille en face ou des amis, ça peut être extrêmement compliqué. Donc en fait, ça peut faire voler en éclats non seulement son couple, sa famille, son cercle amical, sa vie sociale. Enfin voilà, ça peut vraiment... On est vraiment très très seul face à ce deuil qui est souvent mal compris. De quoi a-t-on besoin, justement, quand on vit ce genre d'épreuve si terrible de la part de son entourage? Qu'est-ce qu'on attend? Alors, vous allez me dire, ça dépend peut-être des personnes. Oui, ça dépend des personnes. Après, je pense qu'on a surtout besoin d'être entendu. On a besoin d'être écouté. On a besoin d'avoir une épaule sur laquelle on peut se reposer. On n'a pas besoin de conseils. On n'a pas besoin de jugement. Je pense qu'on a tous ce tort de vouloir absolument dire mais peut-être que ou tu devrais, et on n'a pas besoin d'entendre ce genre de choses. Dans le cadre d'un deuil, déjà d'une manière générale, mais encore plus d'un deuil périnatal. Et donc on a besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer, juste de savoir que l'autre est là si on a besoin de lui. On n'a pas besoin d'une omniprésence. On a juste besoin de savoir qu'effectivement, si on a besoin de décrocher un téléphone ou d'aller voir la personne, elle sera pleinement là pour nous. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que ce sentiment de vide, il est énorme quand on vit un deuil périnatal. Et donc, on a besoin d'être rassuré par la présence de l'autre quand on en a besoin, parce que cette solitude, elle est terrible à porter. Donc, il ne faut pas qu'elle dure. Donc, il faut pouvoir avoir des ressources, en fait, sur lesquelles s'appuyer, et notamment l'entourage familial et amical. C'est très important. Oui, en effet. On parle en même temps on parle forcément d'un tabou qui est encore présent. Je dirais tabou du deuil dans notre société, mais tout spécialement autour du deuil périnatal. C'est quelque chose qui existe encore, même si il y a des progrès qui ont été faits. À votre avis, pourquoi est-ce que on a tant de mal à en parler dans la société? Bien parce qu'un enfant, c'est le bonheur, parce qu'un enfant, ça ne meurt pas. Un enfant, c'est la vie. Donc déjà, c'est pour ces raisons-là, on n'en parle pas. Et puis aussi parce qu'on ne veut pas faire peur. On ne veut pas faire peur à celles qui sont enceintes. On ne veut pas faire peur à celles qui ont envie d'avoir un enfant. Donc on ne parle pas du deuil périnatal. Oui, c'est ça. Peur de faire peur aux autres, en fait. Peur de choquer. Oui, voilà. Et donc, c'est là où vous avez eu, après ces événements, vous avez eu cette envie de changer de boulot, en fait. C'est ça, ce qui s'est passé après. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que ces enfants m'ont toujours portée. J'ai toujours voulu en faire quelque chose parce que j'ai eu la chance d'être très entourée par ma famille, d'avoir un mari à mes côtés qui a toujours été là et qui m'a toujours soutenue. Et je pense que ces deux enfants, en fait, m'ont donné la force d'avancer et d'avoir envie aussi d'aider les autres. Beaucoup ont cette chance et beaucoup ne l'ont pas. Donc je pense qu'il faut sortir effectivement de l'isolement du deuil périnatal en trouvant aussi des oreilles qui savent écouter, mais des gens qui sont passés par là aussi. Ouais. Donc j'ai décidé de me reconvertir vers la sophrologie. Eh bien, nous allons parler de votre reconversion après une courte pause. Nous sommes en présence de Marie Le Beaupin, sophrologue spécialisée dans le deuil périnatal. Et nous nous retrouverons juste après pour la suite de notre émission Vie de famille, après la chanson d'Emiliana Torini, Birds. Let's stay awake and listen to the dark. Before the birds, before they all wake up. It's the ending of a play, and soon begins another.
applaud the wind. See the sun come rising and white wings start to fly. Like strings of pearls in the fiery sky. I don't wanna close my eyes. Applaud our stay. Écoutez Vie de famille. Merci Marie Le Beaupin d'être avec nous pour parler d'un sujet très 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 douloureux, le sujet du deuil périnatal. Avant la pause musicale, on parlait de votre reconversion professionnelle. Donc, on en était là. Qu'est-ce que vous avez... Comment ça s'est passé, cette reconversion professionnelle? Et en quoi est-ce que ça donne du sens aujourd'hui à ce que vous faites? Comme je vous disais, donc, avant la pause musicale, j'ai toujours voulu faire quelque chose de cette expérience d'avoir perdu 2 enfants in utero. Et puis, je ne savais pas quoi. J'ai été aidée pour des problèmes de santé bien après ça par la sophrologie. Et la sophrologie a été une révélation. Je me suis dit que finalement, allier le deuil périnatal et la sophrologie était tout à fait une solution adaptée pour accompagner les parents endeuillés. Et la parentalité douloureuse également, tous les parcours douloureux pour arriver à être parent. Et la sophrologie, en fait, allie vraiment le souffle, des exercices de détente musculaire et une visualisation positive. Et je pense que c'est un outil très fort, en fait, et très puissant pour pouvoir avancer, essayer de retrouver un petit peu un état d'esprit positif. Cependant, je pense que mon expérience est quand même l'atout majeur aussi de mon accompagnement, c'est-à-dire que je sais ce que vivent les personnes qui viennent me voir dans le cadre d'un deuil périnatal. Qu'est-ce que vous faites exactement aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de votre activité depuis votre conversion professionnelle? Parce que je crois qu'au départ, vous n'étiez pas du tout dans le domaine de la sophrologie. Absolument pas. Absolument pas. J'étais dans le domaine bancaire, donc vous voyez, rien à voir. On peut avoir plusieurs vies. Écoutez, la sophrologie, donc moi j'exerce depuis 2022, le printemps 2022, en tant que sophrologue, et j'accompagne effectivement donc le deuil périnatal et la parentalité douloureuse. Donc parentalité douloureuse, on entend les parcours de PMA, les arrêts spontanés précoces de grossesse, IVG, IMG, les parcours d'adoption, la naissance d'un enfant différent, porteur de handicap. Voilà, tous ces sujets vraiment douloureux autour de la parentalité. Donc je les accompagne par des séances individuelles ou de couple en sophrologie, mais aussi par des groupes de parole, parce que je pense que la parole est importante aussi, et de pouvoir se retrouver dans un groupe, voir qu'on n'est pas seul, justement. Oui, donc il y a ces deux aspects. Il y a à la fois l'aspect accompagnement sophrologique, et puis mettre en lien, mettre ensemble des parents qui traversent ces mêmes épreuves pour qu'ils puissent avoir un espace qui leur est dédié, dans lequel ils puissent se livrer entre eux. Aujourd'hui, il est vrai que le niveau d'accompagnement médical et social existe, qu'il y a eu un gros travail de fond ces derniers temps, mais on sait aussi qu'il est très hétérogène en fonction des maternités, en fonction des équipes. Et
qu'est-ce qui manque justement à ces institutions, à votre avis, même si les efforts sont énormes ces derniers temps? Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que les efforts sont énormes et que voilà, les médecins, toutes les équipes médicales et autour du soin en maternité sont vraiment extraordinaires et font un travail extraordinaire. Cependant, je pense que on sait bien que l'hôpital est en souffrance, on sait bien que les soignants sont en souffrance et que malheureusement il manque de temps pour vraiment accompagner comme il faut un deuil périnatal. Aujourd'hui, quand vous êtes dans cette situation-là, souvent un psychologue vient vous voir, vous propose de vous accompagner. Néanmoins, ça implique de revenir sur les lieux, ce qui n'est pas toujours évident quand vous voulez revenir voir le psychologue de l'hôpital. Et puis souvent, ça va vite parce que ils ont trop de travail, ils sont débordés. Donc, en fait, on se retrouve, après la maternité, on se retrouve un peu livré à soi-même. D'où l'importance de pouvoir se tourner vers des associations, comme vous le disiez, ou vers des thérapeutes qui sont spécialisés et qui peuvent accompagner sur ces sujets. D'ailleurs, pas mal de psychologues qui travaillent au sein de l'hôpital travaillent aussi en libéral à côté et peuvent poursuivre cet accompagnement dans un autre lieu. Et vous, quand ça vous est arrivé les 2 fois, quelle a été votre expérience? Est-ce que vous aviez trouvé des psychologues? Ça existait déjà à l'époque? Oui, tout à fait. Alors, il y avait une psychologue à la maternité qui était très bien, qui nous avait accueillis dans le cadre de notre premier deuil tous les deux, puis pour notre 3e enfant avec notre fils. Et on a été vraiment extrêmement bien accompagnés. On a eu une équipe médicale extraordinaire. Je pense que malheureusement ils avaient plus de temps à l'époque. Ils aimeraient en avoir toujours autant, je pense, pour pouvoir accompagner comme il se doit les familles. On a vraiment senti beaucoup de bienveillance. On s'est senti entouré en fait. On s'est senti pris en charge. On s'est senti lové en fait dans quelque chose de très doux. Ouais. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de vivre les 2 grossesses sereinement. Ah oui, ça c'est formidable quand même. Oui. Dans les aides qu'on peut apporter aux parents, il y a aussi des aides qui viennent tout bonnement de la législation, de la loi, puisque depuis 2008, les fœtus qui sont nés sans vie peuvent être déclarés à l'état civil, indépendamment du terme et de la viabilité. Et puis, depuis 2021, on peut donner un nom de famille aux enfants qui sont nés sans vie. Vous aviez pu donner un prénom? Est-ce que vous aviez pu inscrire votre enfant dans l'état civil? Ça s'était fait? Nous avons pu inscrire notre premier enfant sans difficulté. Pour le 3e, ça a été plus long, les démarches ont été faites ultérieurement. Mais cependant, nos enfants, effectivement, ont des prénoms et sont dans le livret de famille, ce qui a une grande importance pour nous. Quand je vous disais tout à l'heure, on a 4 enfants, on n'en a pas 2. Donc voilà, ils existent, et ils existent aux yeux de la loi, en fait. Exactement. Et ça, c'est énorme, en fait. Donc, de pouvoir les inscrire, et notamment aussi pour leurs frères et sœurs, c'est important aussi de voir que leurs prénoms sont quelque part, et qu'ils sont dans le livret de famille. Exactement. Oui. Et par rapport à vos enfants, comment est-ce qu'ils s'approprient c'est le fait que leurs frères ou sœurs ne sont plus là, mais ont un prénom. Est-ce que c'est difficile pour eux? Est-ce qu'ils l'intègrent facilement? Alors, ils l'intègrent très facilement. Je ne pense pas que ce soit difficile pour eux. Après, je parle en leur nom, mais je n'ai pas l'impression que ça le soit, en tout cas. On en parle de façon très naturelle. Attention, après, on n'en parle pas tous les jours non plus. Oui, mais ils font partie de leur vie. Quand les enfants parlent de leurs frères, ils les prénomment. Ils ne disent pas le bébé ou ils ne disent pas celui qui a eu avant moi. Ils les prénomment, donc c'est important. Ils font partie de la famille aussi pour eux. Et voilà, il y a je pense qu'effectivement, la position de nos 2 autres enfants avec leur prénom, en fait, c'est quelque chose qui est très naturel chez nous. Enfin, les enfants, je pense, comme nous, on leur a parlé tout de suite, en fait, de leurs frères. Je crois que la question s'est jamais posée pour eux, en fait. C'est allé très naturellement. Et puis en même temps, vous me disiez, mais en fait, il ne faut pas en faire trop non plus pour les enfants qui restent, je suppose. Il ne faut pas leur faire porter le poids de l'enfant qui n'est plus là. Ils ne sont pas des enfants de remplacement. Ils ont leur propre identité,
Justement, leur prénom aussi, on peut leur dire. Tu ne t'appelles pas comme ton frère. Tu ne t'appelles pas comme ta sœur. Il y a eu une époque où souvent les enfants qui arrivaient après portaient le prénom de l'enfant décédé et c'était terrible. Ça, c'est terrible. Oui, ça arrivait beaucoup dans les années 40-50. C'était quelque chose qui arrivait énormément. Et voilà, heureusement, ce n'est plus le cas. Oui. Donc, vous parliez des prénoms et le fait qu'il ne fallait pas en faire trop porté à l'enfant qui reste. Et donc ça, c'était quelque chose qu'on avait vu ensemble, effectivement. Mais si on revient au rituel, très rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui peut exister comme type de rituel, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, mais oui, bien sûr. Alors les rituels, en fait, il faut surtout que ça nous parle. Il faut se les approprier. Il faut que ce soit très doux, et notamment pour les enfants qui restent. S'il s'agit d'allumer un gâteau d'anniversaire avec des bougies à chaque anniversaire du décès du frère et de faire souffler l'enfant qui est en vie, je ne sais pas si c'est une très très bonne idée. En revanche, quelque chose de très doux, de très enveloppant, en disant tiens, aujourd'hui on va penser à ton petit frère, à ta petite sœur, ou ton grand frère, ta grande sœur, et allumer une bougie, envoyer un ballon dans le ciel, c'est des jolies choses. On peut aussi s'associer à des associations, puisqu'il y a le 15 octobre qui est la journée de deuil périnatal. Oui. Et les associations, le 15 octobre, organisent des événements, souvent avec des mandalas, des jetés de ballons, où les prénoms des enfants sont indiqués, etc. Donc ça évite aussi peut-être ce rituel à la maison qui peut être parfois un peu lourd à porter. Après, tout dépend comment on le fait. Je pense qu'il faut trouver une juste mesure. D'accord, très bien. Donc effectivement, les groupes de parole, les associations. Je crois que notre émission se termine. Donc que retenons-nous en définitive ? Eh bien, nous retenons plusieurs choses, que le deuil périnatal est un sujet extrêmement délicat, qu'il entraîne une souffrance parentale très 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 douloureuse. Nous nous rendons compte également, on en a parlé dans l'émission, que l'entourage ne sait pas toujours comment réagir et se positionner. Nous remarquons que le sujet devient de moins en moins tabou, même s'il reste encore du chemin à parcourir, et que des accompagnements sont possibles et bien souvent nécessaires. Merci Marie Le Beaupin de nous avoir donné l'occasion d'échanger sur ce sujet si difficile mais si important pour que les parents qui traversent cette épreuve ne se sentent pas délaissés. Vous pourrez retrouver notre émission en podcast sur notre site internet. À bientôt sur Vie de Famille. C'était Vie de famille.